D'abord, je souhaite la bienvenue à Madame la rectrice. Et c'est-à-dire sa venue est liée justement à la grande manifestation en Algérie, celle de Ma'arif Kitab. Donc, le Sénégal est invité d'honneur. Donc, on est très content de l'accueillir chez nous. Alors, sans trop tarder, je lui donne la parole pour ne pas vous faire attendre plus. Bonjour, chers étudiantes et chers étudiants. Vraiment, je suis chargé de présenter Madame la rectrice, mais vous la connaissez déjà très bien. N'est-ce pas? Oui. On vous a présenté avant que vous n'arriviez. On a parlé de vous, mais je vais rappeler 2 ou 3 choses. D'abord qu'elle est rectrice de l'Université de Thiès. Mais ça, c'est pas une information. Vous la connaissez. Ce sera une information quand vous saurez que c'est la première rectrice de l'université sénégalaise. Ah, ça c'est nouveau. Hein. Ça, c'est nouveau. Ça, on ne le savait pas. C'est la première rectrice de l'université sénégalaise. Et sa nomination a été accueillie avec acclamation debout par tout le Sénégal. Parce qu'elle a des compétences et elle le mérite. Vous en aurez un aperçu tout à l'heure. Elle est professeure de philosophie, professeur titulaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, d'abord, avant d'être nommée à l'université de Thiès comme rectrice. Professeure de haut niveau. Elle a évidemment, dans son parcours, produit les raisons de son ascension dans l'université à travers ses recherches et ses publications nombreuses. Je n'en citerai pas beaucoup, je parlais simplement des travaux qu'elle a fait sur l'islam, en islam, de ses travaux, de ce qu'il a écrit sur le professeur Al-Sando, un des premiers professeurs de philosophie de chez nous, et sur le pluralisme et le dialogue. Elle a aussi publié une message ensuite témoin direct d'un manuel de philosophie pour les classes du secondaire, les classes terminales. Elle a dirigé l'école doctorale de l'Université Cheikh Anta Diop, faculté des sciences humaines, l'école doctorale Ethos, études sur l'homme et la société, qui a produit, et continue de produire, beaucoup de chercheurs et surtout de professeurs de l'université et des universités, parce que mon collègue et ami, mon frère Mbaye l'a expliqué tout à l'heure, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est quand même une université qui regroupe aussi bien au niveau des enseignants que des étudiants, des nationalités extrêmement nombreuses, plus d'une 50aine de nationalités. C'est à peu près la même chose pour l'université de Thiès que Mme Ramatoulaye Ndiaye dirige. Avant d'être rectrice de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, elle a évidemment été appelée au niveau du cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en qualité de conseiller technique chargé des affaires académiques. Pour résumer, très simplement, mais vous le saviez déjà, on en a parlé tout à l'heure, en attendant, nous avions une salle pleine, mais compte tenu des activités et des enseignements que les étudiants doivent suivre, ils ont dû petit à petit partir. Nous avons entretenu l'assistance, Média et moi-même, en parlant de l'université, de vous-même, des études à Dakar, et bien entendu, puisque nous sommes là dans le cadre du Salon du Livre, en parlant de livres et de littérature sénégalaise. Voilà, je vais vous laisser avec Madame la rectrice, qui va vous entretenir du thème sur le modernisme et les défis de la modernité. Madame la rectrice, je vous laisse la parole.
Merci infiniment, mon cher frère Racine Senghor, monsieur le recteur de l'université Alger 2, monsieur le directeur du livre, messieurs les membres du comité scientifique, madame chargée de la coopération, mon autre frère, monsieur Thiam, et toute l'assistance, les enseignants, les étudiants, les responsables administratifs et les responsables académiques. Je suis désolée d'être arrivée en retard, mais quand deux frères se rencontrent, il est difficile de les quitter. Et nos deux ministres de la Culture nous avaient conviés à un déjeuner et compte tenu de tout ce que l'Algérie et le Sénégal ont en partage, il était difficile de limiter les choses dans le temps. Donc c'est à cela qu'est dû notre retard, mais je suis heureuse de vous retrouver et je remercie ab immo pectore, comme disaient les latins, monsieur le recteur, de nous accueillir dans cette belle université. Merci infiniment, merci beaucoup. C'est pour moi un honneur et je voudrais saluer aussi la présence des conseillers, des membres de l'ambassade du Sénégal. Son Excellence était avec nous d'ailleurs au déjeuner. Donc c'est pour moi un honneur immense d'avoir l'opportunité de m'adresser à vous cet après-midi sur un thème qui me semble important, à savoir le modernisme et les défis de la modernité. Mon frère l'a dit, le modernisme est un de mes thèmes de recherche sur lequel j'ai produit, mais à l'origine, je suis un professeur de logique, spécialiste de logique mathématique. Mais il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et je peux dire que c'est la logique et son enracinement dans la philosophie islamique, dans le monde musulman. C'est cette logique qui m'a conduite à travailler sur le modernisme. Et le choix de ce thème dans le cadre du salon du livre n'est pas fortuit. Parce qu'après réflexion, on se rend compte que le modernisme, on peut dire qu'au fond, il est un hommage au livre et à la lecture. Le modernisme est une certaine compréhension de ce que veut dire lire, de ce que la lecture de notre patrimoine historique, religieux, culturel et social doit être, si nous voulons être les véritables acteurs de notre histoire, si nous voulons être les constructeurs de notre présent et de notre futur. Le modernisme ne cesse de rappeler que Iqra a été le premier commandement de Dieu et que la lecture n'est pas une affaire de possession. La lecture n'est pas une affaire d'avoir. La lecture, c'est une affaire d'être. C'est la lecture qui nous permet d'être et de réaliser ce que nous avons à être. Et c'est pour cela que le modernisme nous invite avant tout à lire et à relire le Coran et la tradition islamique afin d'en saisir l'esprit pour éclairer nos choix d'hommes et de femmes modernes. Le modernisme se propose de montrer que des lectures modernes, j'en préciserai le sens au fur et à mesure, des lectures modernes du Coran et de la tradition islamique sont possibles. Parce que les questions de la modernité ne sont pas étrangères aux textes sacrés et ne sont pas étrangères à la tradition islamique. Comme le démontre le moderniste musulman Amer Ali, qui a vécu de 1848 à 1928 dans le sous-continent indien. Il montre que la finalité ultime de la relecture continue de notre tradition islamique est d'en retrouver le véritable esprit. Son ouvrage principal,
s'intitule d'ailleurs The Spirit of Islam. Et il essaie de montrer que l'islam demeure vivant et qu'il peut constituer pour nous un véritable viatique pour le futur. En effet, le modernisme refuse l'idée selon laquelle les questions de la modernité n'ont pas été abordées de manière explicite par le Coran et la tradition islamique, et que par conséquent, ces questions ne concerneraient pas le monde musulman. Les questions de la modernité, on pourrait en citer quelques-unes, comme la question de l'euthanasie, la question du clonage, la question de la fécondation in vitro, la question du don d'organes, entre autres. Et certaines positions consistent à dire que ces questions n'apparaissent pas dans notre tradition, elles ne doivent pas faire l'intérêt, elles ne doivent pas intéresser le monde musulman. Or, il me semble que ces questions, nous ne pouvons pas les rejeter purement et simplement d'un revers de la main. Une telle attitude, si nous rejetons ces questions, nous risquons de rendre légitime l'idée selon laquelle les musulmans vivent dans la nostalgie du passé et que le monde musulman ne contribue pas à la construction de la modernité. Si nous avons cette attitude, on peut aussi dire que nous sommes prisonniers de ce qu'on pourrait appeler un certain platonisme. Vous connaissez Platon, et la manière négative dont se présente le devenir chez Platon. Si nous refusons les questions de la modernité, c'est comme si nous refusions le devenir. Nous refusions un monde en devenir, un monde qui se transforme. Et l'on pourrait nous accuser de considérer que le présent et le futur ne sont pas importants, qu'ils ne sont finalement qu'une perte de sens parce qu'ils nous éloignent des premiers temps de l'islam conçu comme un âge d'or. Dans ce cas, pour le monde musulman, la modernité serait non pas un défi intellectuel et scientifique à relever, mais serait finalement une menace. Nous voyons le choix que fait l'OCI de convoquer à travers le monde des experts pour qu'ils réfléchissent ensemble sur les questions de la modernité. Vous avez vu les ouvrages publiés dans ce cadre par l'OCI, portant sur l'euthanasie, portant sur le clonage, portant sur la fécondation assistée et d'autres questions dont on peut dire qu'elles sont de la modernité. Je voudrais donner l'exemple du docteur Dalil Boubacar, que vous connaissez, qui rappelle l'importance que l'islam accorde, par exemple, à la santé, à la propreté, à l'hygiène du corps, et cette santé qui doit être préservée quoi qu'il en coûte. Nous devons considérer, nous dit-il, que l'enseignement du prophète nous demande de préserver la santé et de nous adapter en fonction des besoins et des évolutions de notre temps aux découvertes de la recherche dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la santé. Et Dr Dalil Boubacar rappelle que le monde musulman ne peut pas se tenir à l'écart des progrès dans la recherche en matière de médecine. On ne saurait rejeter, nous dit-il, le fruit de la science, de l'effort et de la raison, tant encouragés par l'islam. Et il prend l'exemple du don d'organes, surtout lorsque ce don se passe dans le milieu familial ou encore dans la communauté. Il nous dit du don d'organes que lorsqu'il est encadré par les règles fixées par la loi, par la bioéthique et par la foi,
est-ce qu'il n'y a pas des cas où le don d'organes devient une hasana, devient une bonne action religieuse désintéressée qui atteste de notre fraternité commune et universelle? Il nous dit que c'est également là un acte de foi, et il cite: quiconque lui fait don de vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Je voudrais, avant de continuer à vous parler un petit peu du modernisme en islam, je voudrais que vous me permettiez d'illustrer mon propos, à savoir que le modernisme donc nous demande de lire le texte religieux et la tradition à la lumière des questions qui se posent à nous ici et maintenant. Je voudrais prendre un exemple qui est l'exemple du premier président du Sénégal, qui était un chrétien, un catholique, mais qui constitue un exemple qui permet d'éclairer mon propos, à savoir le fait de dire que lorsque les questions se posent au présent, c'est peut-être dans notre tradition que nous pouvons chercher des réponses. Et c'est cela qui maintient la tradition vivante. Le président poète nous raconte que dans son enfance, donc, il a été initié à la tradition sérère. Il a appris la religion sérère sous la guidance de son oncle maternel qui s'appelait Toko Wali. Et on ne lui parlait pas de Dieu, ni des saints, ni du catholicisme. On lui parlait du Dieu des Sérères, qui s'appelle Roxen. Et on lui parlait des figures saintes de cette religion que l'on appelle les Pangons. Et le jeune Senghor nous dit qu'on l'a inscrit à l'école catholique, chez les pères. Et lorsqu'il est arrivé chez les pères, il a découvert le christianisme. On lui a parlé du Christ, on lui a parlé des saints, on lui a parlé de Dieu. Et il nous dit qu'il a fait comme une sorte de raisonnement par analogie. Il a dit ce que dit le christianisme, ce que dit le catholicisme n'est pas forcément en contradiction avec ce que j'ai appris dans mon enfance. Et il nous dit, par un raisonnement par analogie, il a dit, mais ce qu'est le dieu sérère par rapport au Pangol, ce qu'est Roxen par rapport au Pangol, c'est peut-être ce qu'est Dieu, le Dieu du christianisme, par rapport au saint. Et il nous dit, qu'est-ce que cela m'a appris? Cela m'apprend que le christianisme n'est pas le contraire de la tradition sérère dans laquelle il a été élevé, mais que le christianisme constitue l'expression la plus achevée de cette foi universelle que la tradition particulière sérère portait déjà en elle. Il prend conscience que son devoir, c'est de s'ouvrir à l'universel. Et c'est cela qui fait dire au président poète Léopold Sédar Senghor que le particulier est le tremplin vers l'universel. Et que seule l'histoire, la lecture, de notre histoire et de notre tradition peut nous permettre d'accéder à cette universalité-là. C'est pour mieux revenir vers le modernisme en islam. Parce que le modernisme en islam essaie de nous montrer que de la même manière que le président poète rencontre de nouvelles questions, de la même manière, chaque époque rencontre et pose de nouvelles questions. Le temps est un temps qui est créateur. C'est un temps qui est porteur de nouveautés et d'innovation. Et il est heureux que le temps soit porteur de nouveautés et d'innovation. Nous ne pouvons pas vivre dans la nostalgie du passé. Amer Ali nous dit, c'est parce que donc le temps est créateur que les questions évoluent. Et qu'un homme ne peut poser que les questions de son époque, dictées, déterminées par les circonstances. Les questions du XXe siècle
ne sont pas celles du 19e siècle et encore moins celles du 21e siècle. Il appartient à l'homme de chercher des réponses dans le texte religieux et dans la tradition islamique en faisant usage de sa raison. Mais même si les questions changent sans cesse, alors que le texte religieux islamique demeure identique, comment ce texte, tout en demeurant identique, peut-il répondre à des questions qui évoluent à travers le temps? Amer Ali nous dit, c'est cela qui montre, qui prouve son origine divine. Seul un texte issu de l'être infini qu'est Dieu peut être capable de transcender les époques et d'être capable, au-delà des siècles, de faire face à des questions différentes et à y apporter des réponses différentes. C'est pour cela que je vous proposerai la définition que donne Michel Serres de l'universalité, pour dire que c'est cela qui fait l'universalité de l'islam et de notre tradition islamique. Michel Serres nous dit que ce qui est universel, c'est ce qui est unique, mais qui pourtant verse dans tous les sens. Le Coran est unique, mais comme le dit le modernisme musulman, il verse pourtant dans tous les sens, c'est-à-dire qu'aucune question ne lui est étrangère, comme je le disais au début. Dans The Spirit of Islam, Amer Ali écrit « Nulle religion n'a connu plus grande promesse de développement. Aucune loi ne fut plus pure ni plus conforme aux exigences des progrès de l'humanité. » Le modernisme en islam ne consiste donc pas à vouloir moderniser le texte religieux pour l'adapter à la modernité. Il nous invite à comprendre l'université de l'islam, c'est-à-dire sa capacité de manière intemporelle à répondre aux défis que chaque génération doit relever. Sur le mont Arafat, le prophète Mahomet n'a-t-il pas dit que ses propos ne s'adressent pas seulement à ceux qui étaient présents? Il dit au peuple, et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi deux choses, le Coran et mon exemple, la Sunna. Et si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela à d'autres encore, et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent directement. Sois témoin, ô Allah, que j'ai transmis ton message à ton peuple. Permettez-moi de prendre justement comme dernier exemple, pour finir, ce sermon du prophète sur le mont Arafat, pour illustrer de nouveau la conception moderniste selon laquelle lire, c'est lire aujourd'hui au présent pour demain, pour construire le futur. Ce texte, à mes yeux, constitue l'un des meilleurs guides face à un autre défi de la modernité. Un défi auquel, plus que jamais, nous nous heurtons chaque jour. Je veux parler du défi du vivre ensemble. Le prophète a dit que les derniers peuvent comprendre son message mieux que ceux qui ont vécu avec lui et qui l'ont entendu prononcer son discours. N'est-ce pas le cas aujourd'hui, où justement, lorsqu'on parle de la modernité, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur ce défi du vivre ensemble. Au moment où le monde est devenu un village planétaire, où les moyens de transport facilitent la circulation des hommes et des biens, au moment où une information parcourt le monde à la vitesse de l'éclair,
les hommes se ferment les uns aux autres et attisent sans cesse la peur et la haine de l'autre. Du sport à la politique, aucun domaine n'est épargné par le rejet et la haine de l'autre. Aucun pays n'est épargné. Lorsque le prophète, dans ce serment, rappelle l'égalité des hommes et des races, du noir, du blanc et de l'arabe, qui mieux que nous, hommes du XXIe siècle, peut comprendre ce discours? Face aux discours et aux actes xénophobes, face aux replis identitaires, ce texte semble, au-delà des siècles, s'adresser directement à nous en nous rappelant que c'est par les bonnes actions et non pas par la couleur de la peau que les hommes se distinguent les uns des autres. Ce sermon nous exhorte à ne pas répondre à la violence par la violence, mais plutôt, nous dit-il, par les bonnes œuvres. Il nous revient de nous demander ce que peut signifier pour nous aujourd'hui les bonnes œuvres qui distinguent les hommes les uns des autres. À l'époque du prophète, parler de bonnes œuvres avait peut-être un sens plus religieux. Mais de nos jours, lorsque nous lisons ce texte, pouvons-nous continuer à lui donner un sens exclusivement religieux? Même si, au-delà de toute chose, ce que nous faisons, nous le faisons finalement par notre foi et notre amour pour Dieu. Mais nous savons que les bonnes choses dont il s'agit, ce sont les dispositions politiques, les dispositions économiques, les dispositions culturelles, sociales que nous devons prendre pour créer une société dans laquelle on ne pourra pas faire de la discrimination contre quelqu'un en raison de sa religion, de sa couleur, de sa race. Il s'agit, nous dit Amer Ali, pour relever ce défi, de réfléchir et d'œuvrer pour l'avènement d'une société ouverte, équitable, dans laquelle aucun homme ne sera esclave, si ce n'est de Dieu, dans laquelle les femmes aussi contribueront pleinement à la construction de la société. Une société dans laquelle la force des lois et des institutions constituera une véritable protection pour tous les membres de la société et au-delà de l'humanité. Selon le moderniste musulman, les voies pour y parvenir sont multiples. Et l'un des défis de la modernité, c'est précisément de donner à la raison toute sa place afin qu'elle nous guide dans cette recherche d'une société équitable, d'une société juste et d'une société ouverte. Il appartient à chaque société de faire ses choix compte tenu de sa propre histoire, compte tenu de ses propres forces, compte tenu de ses propres faiblesses. Vous m'avez attendu trop longtemps pour que je vous retienne plus longtemps. Je voudrais juste vous dire, pour conclure, que les défis de la modernité ne sont pas étrangers à l'islam. Ils ne sont pas étrangers à la tradition islamique. Et la modernité n'est pas une menace pour la foi islamique. L'objectif du modernisme est de nous faire reconnaître que l'islam est vivant, qu'il s'adresse à l'humanité tout entière, passée, présente et à venir. Le modernisme nous met en garde contre la tentation de lire notre tradition avec la ferme volonté de la répéter à l'identique. Il ne s'agit pas de la répéter, mais d'en saisir l'esprit qui nous permet d'éclairer notre présent pour une construction de notre futur. Chercher à répéter la tradition à l'identique, comme si le temps s'était arrêté, serait un pur et simple immobilisme qui nous détournerait du présent et nous rendrait incapables d'en relever les défis. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Recteur,
Le modernisme n'a donc de cesse de rappeler la dimension ontologique du livre et de la lecture. C'est par notre capacité à lire avec le regard du présent, l'islam et notre tradition islamique, que nous accéderons véritablement à notre humanité. Je vous remercie de votre attention.